Bonjour mes amis. Aujourd'hui, au coin du feu, nous allons parler physique. Et nous allons parler plus précisément de la plus célèbre expérience de physique ratée. La plus célèbre expérience ratée est en réalité la plus célèbre expérience dont le résultat ne fut pas celui attendu. Car longuement préparée, d'une remarquable précision pour son époque, elle eut un impact considérable sur la science d'alors. Le but de cette expérience était de répondre à une question aussi vieille que la science elle-même, celle de la nature de la lumière. Pour bien comprendre cette expérience, je vous propose de revenir, d'abord, brièvement, sur l'histoire des hypothèses quant à la nature de la lumière qui ont conduit à sa réalisation. Depuis l'Antiquité, deux visions expliquant la nature de la lumière coexistent. Certains la voient comme une onde, d'autres comme une particule. Aristote, il y a 2300 ans, fut le premier à émettre une hypothèse quant à la nature de la lumière. Il proposa que la lumière soit une perturbation de l'élément R, l'un des 5 éléments classiques. Avant lui, Démocrite, le premier atomiste, imagina que toute chose dans l'univers, incluant la lumière, était composée de sous-éléments invisibles que l'on appellera plus tard atomes. Bien plus tard, en 1630, Descartes montre que le comportement de la lumière peut être recréé en modélisant une perturbation semblable à une onde, se déplaçant dans un fluide universel. Le célèbre physicien Isaac Newton, dès 1670, développe quant à lui l'hypothèse corpusculaire, soutenant que des faisceaux lumineux réfléchis parfaitement droits démontrent la nature particulière de la lumière. Pour lui, seules des particules pourraient se déplacer en ligne si droite. D'autres scientifiques, tels que Robert Hooke, Christian Huygens et plus tard Augustin Fresnel, raffinent quant à eux mathématiquement l'hypothèse ondulatoire de Descartes. Ils montrent que le phénomène de réfraction, bien connu, peut être expliqué comme une propagation des ondes lumineuses dépendantes du milieu. Tout comme le son voyage plus vite dans l'eau que dans l'air, la lumière voyage à différentes vitesses dans différents milieux, transparents bien sûr. Si la paille apparaît cassée, c'est parce que la lumière ne voyage pas à la même vitesse dans l'air que dans l'eau. La théorie ondulatoire est encore renforcée au début du XIXe siècle avec la découverte des interférences Young. De la même manière que des vagues sur l'eau s'entrecroisant peuvent s'amplifier ou s'atténuer, des rayons lumineux diffractés par des fentes s'amplifient et s'atténuent pour former des franges d'interférence. Le coup de grâce à la théorie corpusculaire est donné par James Maxwell en 1865 lorsqu'il combine les équations de l'électricité et du magnétisme pour décrire la lumière comme une onde électromagnétique de fréquence particulière. En cette fin du XIXe siècle, la nature ondulatoire de la lumière est donc largement acceptée. Pourtant, une question demeure. Si la lumière est une onde, cette onde nécessite un support pour se propager, comme l'air pour le son ou la surface de l'eau pour les vagues. Le support théorisé de la lumière est appelé éther luminifère. Ce serait un fluide indétectable, car il ne freine aucun corps, et emplissant l'univers, car la lumière des étoiles nous parvient à travers le vide de l'espace. L'éther aurait cependant des propriétés surprenantes. Il doit être à la fois très rigide, pour transmettre la lumière à une très grande vitesse, et pourtant offrir une résistance nulle aux objets matériels qui le traversent. C'est un solide élastique. De nombreux scientifiques ne cherchent pas tant à prouver l'existence de cet étrange éther, qui est alors largement admise, mais plutôt à déterminer quelles en sont les caractéristiques. Ils cherchent par exemple à savoir si l'éther est stationnaire ou en mouvement. Si la Terre est en mouvement autour du Soleil, elle devrait l'être aussi par rapport à l'éther. Comme l'éther représente un cadre de référence absolu, du point de vue d'un observateur terrestre, c'est lui qui devrait apparaître en mouvement. De la même façon que sur un vélo en mouvement, un cycliste crée un vent apparent pour lui, qu'il y ait ou non du vent ce jour-là. Puisqu'il est le support des ondes lumineuses, alors mesurer le déplacement de l'éther par rapport à la Terre revient à mesurer la variation de la vitesse de la lumière sur des parcours identiques en longueur mais pas en direction. Ainsi, la lumière se déplace à une vitesse différente si son trajet est parallèle au déplacement de la Terre, dans l'éther, plutôt que s'il lui était perpendiculaire. Pour comprendre ce phénomène, imaginons la situation suivante. Un nageur dans une rivière. S'il nage longitudinalement par rapport au sens du courant, sa vitesse va être diminuée par le courant à l'aller et augmentée par le courant au retour, ou inversement. Si maintenant il nage transversalement par rapport au courant, il doit compenser l'effet du courant avec un certain angle pour maintenir sa direction, ce qui diminue autant sa vitesse à l'aller qu'au retour. Au final, sa vitesse est différente s'il nage parallèlement
au courant ou perpendiculairement. Il en irait de même pour la lumière dans le courant d'éther, qui est notre vent d'éther. Ce vent dépend de la vitesse de la Terre à travers l'éther. Cependant, la vitesse de la Terre autour du Soleil est connue pour être 10 000 fois plus petite que celle de la lumière. Aucun appareil n'est à l'époque assez précis pour mesurer directement une si faible variation de la vitesse de la lumière. C'est alors qu'un jeune officier américain, passionné justement par les problèmes de mesure de la vitesse de la lumière, va apporter une solution. En 1881, Albert Michelson quitte la Navy pour continuer ses expérimentations avec un appareil qu'il a développé et qui doit lui permettre de mesurer l'effet de l'éther sur la vitesse de la lumière. Son appareil est un interféromètre. C'est un dispositif simple composé d'un miroir semi-transparent qui divise un faisceau lumineux en deux faisceaux perpendiculaires. Chaque faisceau est réfléchi par un miroir placé au bout de bras à distance égale vers le miroir semi-transparent qui le recombine vers un oculaire. Si une mesure directe de la vitesse de la lumière n'est pas possible, une mesure indirecte l'est en utilisant la propriété d'interférence des ondes lumineuses. Avec l'interféromètre de Michelson, si l'un des rayons lumineux effectue son trajet depuis la source jusqu'à l'oculaire légèrement plus lentement que l'autre, alors il va interférer avec ce dernier et produire des franges d'interférence observables. En fonction des franges observées, créées par une différence de phase entre les faisceaux perpendiculaires, on peut en déduire la différence de vitesse de la lumière. Son premier interféromètre, trop petit, est trop peu sensible pour être concluant. Un appareil plus précis est nécessaire. Il va être construit avec la collaboration du chimiste Edward Morley. Placé dans une cave, l'interféromètre est vissé sur une dalle, flottant sur un bassin de mercure pour éliminer au maximum les vibrations et changements de température perturbateurs. Le trajet lumineux est allongé à 11 mètres au moyen de plusieurs miroirs. L'appareil pouvant facilement tourner sur son bac de mercure, on s'attend à observer l'effet de l'éther en quelques minutes seulement. Lorsque l'un des bras de l'appareil se retrouvera dans la direction du vent d'éther et l'autre à sa perpendiculaire. Du fait de la rotation de la Terre et de son trajet autour du Soleil, on espère mesurer des variations journalières et annuelles de la vitesse de la lumière. Pourtant, après plusieurs périodes d'observation au cours de l'année 1887, la déviation des franges d'interférence mesurées est 40 fois moindre qu'attendu. Le résultat est négatif. L'expérience ne mesure pas de mouvement de l'éther, car la vitesse de la lumière mesurée dans toutes les directions est identique. Morley conclura: s'il y a un mouvement relatif entre la Terre et l'éther luminifère, il doit être petit. Ce résultat inattendu va avoir un impact considérable sur la physique de l'époque. L'hypothèse qu'il n'y avait pas de vent d'éther ne pouvait plus être ignorée. Peu de scientifiques, cependant, entrevoient la possibilité d'abandonner le concept d'éther. Pour Henri Poincaré, par exemple, je cite: « Peu nous importe que l'éther existe réellement, c'est l'affaire des métaphysiciens. L'essentiel pour nous, c'est que tout se passe comme s'il existait et que cette hypothèse est commode pour l'explication des phénomènes. » Fin de la citation. Pour la plupart, l'éther pouvait être sauvé en lui assignant des propriétés encore plus exotiques. En 1892, par exemple, une tentative de sauvetage élégante viendra avec l'hypothèse des contractions de longueur de Lorentz. Pour le physicien néerlandais, si l'expérience de Michelson a raté, c'est parce que tout ce qui se déplace à travers l'éther est affecté par lui. Ainsi, le bras de l'interféromètre s'est contracté dans le sens de son déplacement, prévenant toute mesure du même effet sur la lumière. Après le résultat négatif de Michelson, c'est cette hypothèse de Lorentz, censée sauver l'éther, qui causera finalement sa perte. Car au début du XXe siècle, un physicien suisse de 26 ans vient de publier une théorie de la relativité restreinte révolutionnaire. Cette dernière est compatible avec les équations de Lorentz, mais elle se débarrasse complètement du concept d'éther. Ce même physicien va plus loin encore, car il décrit de nouveau la lumière, non plus seulement comme une onde, mais comme une particule. Et une particule n'ayant pas besoin de support pour se déplacer, là encore, plus besoin d'éther. Parce que le résultat de l'expérience de Michelson va accélérer l'acceptation des théories révolutionnaires de ce physicien qui n'est autre qu'Albert Einstein, elle va rester dans l'histoire comme l'une des plus célèbres expériences ratées. Les travaux de Michelson lui vaudront cependant le prix Nobel de physique en 1907. Reproduit plusieurs fois depuis, le plus récemment en 2009, avec évidemment des instruments de plus en plus sensibles, l'expérience n'a jamais permis de mesurer un hypothétique vent d'éther. Ainsi, le concept d'éther, si évident pour des générations de physiciens, a disparu au début du XXe siècle,
pour laisser place à une théorie aux implications finalement peut-être plus étranges encore.